tous. Bonjour Ludivine. Bonjour Dani. Et on va parler tout à l'heure de Ludivine. Alors voilà, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Sylvie Gustave-Diduflo. Bonjour. Bonjour. Alors, elle est présidente de l'Office français de biodiversité, vice-présidente de la région, présidente de l'Agence régionale de biodiversité des îles de Guadeloupe. Et elle n'est pas seule, elle est accompagnée de Canel Ambroise. Bonjour. Bonjour. Directrice par intérim et ingénieure responsable du pôle activité aux collectivités à biodiversité. On va recevoir un peu plus tard José Thioulopin. Martine, on lui envoie un petit coucou parce qu'elle est atteinte par la grippe. Elle ne sera pas avec nous aujourd'hui pour son point sur la culture. Sinon, l'actualité aujourd'hui, on va parler de cette réunion des élus sur le chlordécone. Hier, ça s'est tenu à la résidence. Réunion aussi des associations des maires, l'établissement public de la santé mentale. On en parlera tout à l'heure avec Ludivine. Et suspension de la grève des labos. Enfin, et un focus, si on a le temps, sur la classe prépa commerce de Bainbridge. Voilà un petit peu le sommet. Alors, Ludivine est avec nous. Pourquoi Ludivine? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Dani? Je suis à présent co-présentatrice à tes côtés. Oui. Une réelle fierté, très contente. Alors, on va nous dire, oui, encore une miss, parce qu'il y a une première. Alors, justement, est-ce qu'on a l'image? On a l'image de l'ancienne miss qui était avec nous il y a 2 ans. C'était Mandy Fala. Oui, elle occupait ta place. Et bien, tu vois, la relève. La relève. Donc, vous êtes celle, on a l'habitude des miss. Tu ne prends que des miss, alors? Hein? Non, je ne vois pas que des miss. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a 2 personnes qui ne sont pas des miss, mais enfin, ça arrive qu'il y a des miss qui sont... Bon, aujourd'hui, les miss ont changé. C'est plus avant, soit belle et tais-toi. Hein. C'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est fini, ça. Hein. C'est fini. D'accord, et on voit. Et on a une Miss France en ce moment. Bon, alors, on va parler de biodiversité. C'est un sujet qui est passionnant parce que on est en Guadeloupe dans un territoire où la biodiversité est importante. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la vice-présidente de la région est devenue présidente de l'OFB en France. Qu'est-ce que ça change de passer de la Guadeloupe à la France au niveau de la biodiversité? Je dirais que être présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, en fait, Danick, on gère toute la biodiversité et on n'est plus que sur la biodiversité ultramarine, qui est essentiellement tropicale, mais on gère la biodiversité de la Corse, on gère la biodiversité de la Nouvelle-Calédonie, et on gère aussi la biodiversité des terres australes et arctiques. Ah, même des terres australes? Ah oui, oui. Des terres australes et arctiques, puisque nous avons là aussi des réserves. Oui. Et on gère aussi la biodiversité de Saint-Père et Miquelon. Donc en fait, moi quand je fais un conseil d'administration, du fond de ma chaise, je voyage. Oui, beaucoup. Beaucoup. Et donc, alors parlons d'abord de la biodiversité guadeloupéenne, puisqu'on va parler du reste après. À quel état elle est aujourd'hui, quand on l'a quittée? Eh bien, cette biodiversité, elle reste exceptionnelle. Mais il faut qu'on puisse mettre en œuvre des outils pour la préserver. Et ces outils, ça passe par davantage de mobilisation de la population. Il n'est plus entendable, il n'est plus acceptable qu'on ait jeté ses ordures dans des forêts, dans des réserves, qu'on ait jeté ses vieux pneus. Aujourd'hui, le travail se fait pour équiper le territoire en infrastructure. Demain, on pose la première pierre de la déchetterie de Petit-Bourg. Oui. La déchetterie de Baïf va être livrée entre mars et avril. Nous avons livré la déchetterie de Bouillante, de Terre-de-Bas, de Pointe-Noire. Donc aujourd'hui, la population ne peut pas dire que dans un rayon de 15-20 km autour de son habitation, il y a une déchetterie. Donc, il faut que la population se mobilise. Pourquoi? Parce que sur les 2 dernières expéditions qu'a mené le Muséum national d'histoire naturelle, Danick, c'est 250 nouvelles espèces qui ont été découvertes, dont 84 qui sont endémiques à la Guadeloupe. Zopéké trouvé nulle part ailleurs qu'en Guadeloupe. On peut donner quelques noms comme ça pour savoir. C'est plutôt des noms latins. Oui, comme toujours. Et c'est 84 nouvelles espèces, 180 publications scientifiques où on parle de la Guadeloupe. Oui. Alors, si nous ne sommes pas conscients de ça, qui sera conscient de ça? Et cette année, en 2022, le professeur Olivier Gros, à l'Université des Antilles, a trouvé la bactérie
la plus géante, la plus fabuleuse au monde, elle est dans la mangrove, dans notre mangrove, dans la mangrove de Guadeloupe. C'est comme si cette bactérie, c'est comme si tu marchais à côté d'un homme qui mesure 8900 mètres. 8900 mètres. 8900 mètres. Et cette bactérie qu'on a découverte dans la mangrove est en train de révolutionner la biologie parce que on pensait que les bactéries, les virus, on pouvait les voir seulement au microscope. Oui. Et notre petite mangrove nous montre que les bactéries, tu peux les voir à l'œil nu. C'est une bactérie géante. Elle s'appelle Thiomargarita magnifica. Dans toute la mangrove guadeloupéenne, on peut la trouver aussi bien à Jarriva que... On la trouve que dans les mangroves qui sont préservées, qui sont évidemment. préservées. Oui. D'accord? Et cette Thiomargarita magnifica, elle a fait le tour du monde. Et elle a été publiée dans la revue scientifique la plus cotée au monde, qui est Science. Ouais. D'accord? Beaucoup de scientifiques vont faire toute leur carrière sans jamais avoir publié dans Science. Notre petite mangrove guadeloupéenne est dans Science. Et on a eu des échos dans le New York Times, on a eu des échos dans toutes les revues américaines, parce que aujourd'hui, la Guadeloupe dit, attention, en biologie, les bactéries, on ne les voit pas. Elles ne sont pas limitées qu'au microscope, on les voit à l'œil nu, et c'est dans nos mangroves. Alors, la population, arrêtez jeter pneus, arrêtez jeter vieux frigo, Oui. vieux bitter, parce que probablement, tu sais, quand tu parles de bactéries, ça veut donc dire que tu pourras mettre au point des antibiotiques. Oui. Et des antibiotiques nouvelle génération. Donc, voilà, c'est ça qu'on est venu dire à notre population. Oui. Et nous allons lancer une nouvelle expédition océanographique et terrestre en 2024 avec le Muséum d'histoire naturelle. Et c'est Canel qui porte le projet. Donc, Alors justement, j'avais interrogé Canel Ambroise, rebonjour. Alors Bonjour. effectivement, vous avez du travail là. Effectivement, oui, on s'ennuie pas à l'agence. Vous, par rapport à l'expédition, vous voulez dire? Oui, d'une manière générale. Non, mais d'une manière D'une manière générale, pour la préservation de la biodiversité guadeloupéenne, je parle. Non, effectivement, c'est vrai qu'à l'agence, donc on a plusieurs pôles, puisque préserver et restaurer la biodiversité, ça va passer par plusieurs actions et plusieurs types d'actions. Par la sensibilisation, la mobilisation citoyenne. Donc, comme l'expliquait la présidente, l'idée, c'est de montrer aux Guadeloupéens que la biodiversité guadeloupéenne est exceptionnelle et comment la préserver, finalement, comment la faire en sorte qu'on en prenne conscience déjà pour derrière mettre les actions qui vont en ce sens. On va passer par l'ingénierie de projet, donc c'est le pôle dans lequel je suis, où on va accompagner les collectivités, mais aussi et surtout, finalement, les données. Parce que pour préserver la biodiversité, il faut déjà savoir dans quel état elle est. Donc, finalement, avoir des données qu'on puisse utiliser. Et donc, ça va être aussi l'intérêt d'un des pôles de l'agence. Donc, et pour finir, on a aussi le conservatoire botanique qui existait il y a quelques années déjà sur le territoire et qu'on reprend en main et qu'on va faire en sorte qu'il ait un agrément national, donc une reconnaissance sur le territoire national. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, je la pose aux deux. Est-ce que nos élus sont conscients, entre guillemets, de la richesse biodiversité de la Guadeloupe? je dirais que c'est un travail... avant, je dirais non. Et Oui. je dirais que ça monte en puissance. De plus en plus d'élus sont conscients qu'on a une biodiversité et qu'il faut la préserver. Et d'ailleurs, le travail de Canel, c'est d'aller au contact des collectivités et d'aller au contact des communes, notamment. Oui. Effectivement. Moi, c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer pas mal de communes en Guadeloupe ou même des EPCI et je me rends compte que le sujet est de plus en plus dans les têtes. Et donc, finalement, je pense que les politiques en ont conscience. Ce qui va manquer derrière, c'est l'ingénierie de projet et le financement. Et donc là, c'est là où nous, l'agence, on vient pour leur apporter cette aide, que ce soit au niveau de l'ingénierie de projet ou du financement qu'ils pourraient trouver pour leur projet. Il y a quand même des mesures de prévention à prendre quand même pour protéger ce qui existe. Alors oui, je dirais pas que, on n'arrive pas sur un territoire où il n'y a aucune protection. Il y a déjà des acteurs qui existent et qui ont mis en place des mesures de protection, que ce soit le Parc national de Guadeloupe, l'Office national des forêts, le Conservatoire du littoral ou même le bloc régional et départemental. Donc il y a déjà de la réglementation qui existe en ce sens. Mais nous, l'idée, c'est vraiment que les politiques publiques ont de plus en plus intégré la biodiversité, sa préservation et sa restauration. Alors on va parler un petit peu de la mer, une question peut-être. Oui, bien sûr. Quelle est votre position justement face à l'exploitation des fonds marins? Là, je vais peut-être laisser la présidente parler. Des fonds marins.
Lors du sommet des océans, en février 2022, le président de la République a été très clair là-dessus. Pas d'exploitation des fonds marins. Tout à Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qu'on connaît mal. 80% de l'écosystème marin n'est pas connu. Or, c'est dans ce compartiment que le réchauffement qui est lié au gaz à effet de serre impacte à 90%. Par ailleurs, la mer, c'est le plus gros stock de carbone, c'est ce qu'on appelle le carbone bleu, au monde. C'est-à-dire que ni la forêt amazonienne, ni les sols ne stockent autant de carbone que la mer. Donc, il ne faut plus aller vers l'exploitation des océans et au contraire, il faut aller vers la connaissance, l'acquisition de données. Et c'est dans ce sens qu'on va lancer l'expédition océanographique en 2024, puisqu'on a un volet marin et on va descendre sur des fonds jusqu'à 200 mètres. Alors, c'est pas sur les grosses bébêtes qu'on a l'habitude de voir, les tortues, les poissons, parce que ça, on connaît. Oui. C'est vraiment la microfaune, c'est-à-dire cette petite faune, les petits crabes, les petits crustacés, etc., etc. C'est sur les algues, sur ça qu'on ira pour pouvoir, comment dirais-je, faire de l'acquisition de données. Et on ira sur les îles du Sud. Pourquoi? On s'est rendu compte que plus on est une île et plus le taux d'endémisme augmente. Donc sur la Guadeloupe, on a trouvé 84 nouvelles espèces. Donc lorsqu'on fera Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Petite Terre, eh ben, on espère au moins trouver 200 à 400 peut-être nouvelles espèces endémiques à la Guadeloupe. Une autre question peut-être. Très bien, parfait. Alors, il y a quand même un problème, c'est le problème des coraux, qui sont, je ne vais pas dire en disparition, mais qui sont en mauvaise posture en ce moment. Qu'est-ce qui va être fait pour ça? Parce que j'ai entendu récemment que la plupart des coraux qui étaient en train de disparaître, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on est en train de réimplanter une nouvelle variété de coraux. Alors, là encore, c'est l'action de l'homme. 72% de nos stations d'épuration dysfonctionnent. Voilà. Ça veut donc dire qu'on rejette des eaux non conformes à la mer. Et donc, du coup, ça entraîne des maladies sur les récifs coralliens. Et du coup, ça impacte énormément. Donc, commençons par remettre en ordre, en état de marche, nos stations d'épuration. Et parallèlement à cela, effectivement, il faut surveiller. Et pour cela, nos partenaires, le parc, l'Ifremer aussi, il y a aussi des appels à projets nationaux de l'Office français de la biodiversité pour justement évaluer l'état de ces récifs coralliens ou au contraire mettre en place de nouveaux dispositifs pour réimplanter ces récifs coralliens. Et ces récifs coralliens jouent un enjeu majeur, de même que la mangrove, c'est que ça protège notre littoral. Quand il y a une houle cyclonique, eh bien, quand il y a du récif corallien, eh bien, cette houle vient diminuer d'amplitude, voilà, par les récifs coralliens ou par la mangrove. Donc, en fait, il faut qu'on réfléchisse comme si nous étions des Iliens et non pas des continentaux. Ouais. Voilà, et pour se dire que tout ce qui est autour de nous doit servir à nous protéger, parce que si l'eau monte, à part la soufrière, je ne vois pas où on pourra aller, hein, David. Après, on deviendra des On ira réfugiés nulle part, climatiques. on va nager. On deviendra des Oui, pour réfugiés. rebondir à ce que vous disiez, justement, nous sommes une île. Donc, qu'en est-il de la problématique des sargasses actuellement? Les sargasses, c'est un vrai et gros problème. Oui. Problème sanitaire, évidemment, puisqu'on a vu les dernières études qui montrent que dans un rayon de 2 km par rapport au site d'échouement, on aurait un impact sur la femme enceinte, avec probablement une augmentation de la prééclampsie, c'est-à-dire l'augmentation de la pression artérielle, qui met en danger la vie de la mère, mais également du bébé, du futur bébé. Et puis aussi il y a d'autres problèmes respiratoires, bien sûr. On a un problème écologique. Oui. Parce que les sargasses, quand elles arrivent en banc, elles créent des milieux sans oxygène. Et donc, elles asphyxient. C'est fou de dire ça. Mais quand il y a un banc de sargasses, les poissons qui sont en dessous meurent asphyxiés. Parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans la colonne d'eau. Donc, quand vous voyez les poissons, les tortues qui sont mortes, c'est qu'elles n'ont plus d'oxygène dans l'eau. Et les poissons, par leurs branchies, récupèrent l'oxygène, etc. Donc, elles créent des milieux sans oxygène, elles dégradent les récifs coralliens. Et puis, on a vu émerger un problème sur les mangroves. Les mangroves deviennent roses avec... mais quand je dis rose, rose fluo, hein. Oui, oui. Et parce que
les mangroves empêchent la circulation des courants marins dans la mangrove, ce qui fait qu'il y a une accumulation de bactéries et de bactéries qui aiment le sel. Et vous avez le phénomène de flamant rose. Et Oui. donc, ces bactéries vont donner cette couleur rose et on ne connaît pas du tout l'impact eh bien, de l'augmentation de la salinisation sur les palétuviers, sur les espèces qui viennent se reproduire, etc. Et vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait énormément d'espèces endémiques à la Guadeloupe, mais avez-vous observé des similitudes avec, par exemple, notre île sœur à la Martinique? Ben, tu peux répondre? Oui, alors effectivement, le Muséum national d'histoire naturelle qui fait ses expéditions sur nos îles l'a aussi fait en Martinique et s'est aussi rendu compte finalement de l'endémisme qu'il y avait sur cette île. D'où aussi l'intérêt d'aller dans les îles du Sud, puisque déjà on a un peu moins de données que sur la Basse-Terre ou la Grande-Terre, mais aussi pour voir finalement, comment dire, les résultats de la Guadeloupe et de la Martinique nous laissent à penser que vraiment sur les îles du Sud, on aura un taux d'endémisme qui sera encore plus important, avec vraiment de nouvelles espèces à découvrir. Mais on retrouve aussi un taux d'endémisme important à la Martinique. Des espèces qui sont... Et c'est fou, on est vraiment très proche. Très proche, oui. Mais on retrouve des espèces qui sont endémiques uniquement à la Martinique. D'accord. L'autre question qui se pose, c'est le problème, et tu le sais bien Sylvie, c'est le problème du traitement des déchets. Oui. Problème, hein, énorme problème. Énorme problème. Mais je suis beaucoup plus confiante que sur d'autres domaines. Parce que sincèrement, si tout se passe bien, je pense qu'en 2025, 2026, on devrait commencer à voir le bout parce que on aura 2 usines qui vont sortir. Oui, à Sinoval, donc en face de Gardel, qui est portée par la Carle et le Nord Grande-Terre. Et donc, l'usine est vraiment dans les tuyaux pour sortir en 2025. L'usine de traitement L'usine de traitement et de valorisation des déchets. Oui. Première usine après 40 ans d'Annick à tourner en rond. D'accord. Et le CIVAD, qui va aussi sortir son usine. Et l'usine du CIVAD va accueillir les déchets de Cap Excellence, de Marie-Galante, mais également de toute la Basse-Terre. Donc, nous sommes en train de mailler le territoire en infrastructure pour accompagner l'émergence de ces 2 usines. Et sincèrement, je suis, comment pourrais-je dire ça? Sur ces dossiers-là, je suis un peu comme un pou, où je suis extrêmement teigneuse et je ne vais pas lâcher le morceau jusqu'à ce que ces 2 usines puissent sortir, quoi. Voilà. Parce que là, du coup, eh bien... Aujourd'hui, on enfouit 75% des déchets. Oui. On recycle seulement 25%. Et lorsqu'on aura ces 2 usines, on va recycler 75% et on va enfouir plus que 25%. On ne verra plus des déchets sur les bords des routes, comme on en voit tous les jours, qu'on vend entre Basset, Pointe-à-Pitre, Ouvert, Sainte-Rose, etc. Alors, ça, après, c'est le civisme. Hein? Oui. C'est le civisme. Mais moi, ce que je te dis, c'est qu'on va avoir des usines qui vont traiter, valoriser. Et ces déchets valorisés vont nous servir à produire de l'électricité. D'accord. Bon. C'est assez encourageant tout ça. Donc, ça veut dire qu'on peut être optimiste en ce moment? Oui, je pense que sur la biodiversité, sur les infrastructures qui se mettent en place, on peut être assez optimiste. Après, derrière, on peut mettre toutes les infrastructures qu'on veut, mais il faut que la population joue le jeu. Il faut qu'elle soit acteur de sa biodiversité. L'attitude citoyenne. Il faut qu'elle ait cette attitude citoyenne parce que, sincèrement, beaucoup de gens m'envoient des vidéos et je les remercie. Mais pourquoi faire 10 km pour aller jeter les vieux frigos dans une résidence, etc., quand tu peux faire 10 km pour les emmener dans une déchetterie? Il y a des choses qui sont assez incompréhensibles. Alors, je pose la question à Madame Ambroise. Quels vont être les grands dossiers qui vont être à l'ordre du jour en Guadeloupe dans les jours qui viennent? Après, on revient au niveau international, puisque je sais que Sylvie a beaucoup voyagé ces derniers temps, en dehors de la Guadeloupe, je veux dire, à l'extérieur. Il y a des choses dans les d'autres îles. Alors, la Guadeloupe, quels sont les grands dossiers? Du coup, le grand dossier dont on parlait tout à l'heure, l'expédition scientifique qui va s'appeler la planète revisitée des îles de Guadeloupe, où pendant 6 semaines à 2 mois, il va y avoir à peu près 60 chercheurs qui vont venir sur les îles du Sud. Donc les Saintes, Terre de Haut, Terre de Bas, Marie-Galante, La Désirade et Petite Terre. Ce sont des chercheurs locaux
au maximum. Ils ont une feuille de route déjà, nationaux on et sait internationaux. déjà pourquoi. Ils ont, excusez-moi. Ils ont déjà une feuille de route, on sait qu'est-ce qu'ils viennent chercher réellement. Alors effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'il va y avoir déjà des taxons qui seront visés. Donc sur l'aspect terrestre notamment, tout ce qui va être mousse, lichen, fonge, et dans les fonds marins plutôt les petites espèces, donc les algues, les enfin toutes, pas le pélagique finalement dans les fonds marins. Donc oui, ils viennent déjà avec leur spécialité. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir le maximum de nouvelles espèces découvertes. Donc, alors, au 60 chercheurs qui vont travailler 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. ils seront où à l'université? Non, Non. mais en fait, on va les déplacer le long des îles. Terre en fait. de Bas, Terre de Haut, Marie-Galante et la Désirade. D'accord. Ah non, mais c'est une vraie expédition. Et C'est une logistique sincèrement, importante. on aura le temps d'en discuter. Danick, je te demande même pas la permission. ZCL doit y être associé, Canal 10. J'imagine, oui. Et On parce que saura. moi, je souhaite que ça soit une fête de la biodiversité. Oui, Je oui. souhaite que les scolaires viennent. Je souhaite qu'on fasse des conférences grand public. Je souhaite tout ça. Je souhaite que, eh bien, pendant de septembre à novembre 2024, je souhaite que le public soit associé. Et même, je vais te dire, la biodiversité, c'est aussi de la culture. Parce Oui. qu'il y a eu 2 expéditions précédentes. Personne n'en a entendu parler. Je suis sûre que tu sais même pas qu'il y a eu une expédition 2012 et une expédition 2015. C'est là où ils ont découvert les 84 nouvelles espèces On ne sait endémiques. pas. S'il n'y a pas de communication là-dessus, on ne peut pas savoir. C'est ça le problème. Mais pire que ça, Danick, Oui. c'est qu'ils ont découvert un petit crabe Oui. avec une pince télescopique. Une D'accord. pince, Une pince, un tout petit crabe avec une pince vraiment. Ouais. Eh ben, les chercheurs qui ont trouvé ça, ils l'ont appelé le crabe Cyrano de Bergerac. Et- Carrément. Et, Ouais. et j'étais assez furieuse Ouais, parce que je ouais. leur ai dit Ouais. Cyrano de Bergerac, d'accord, c'est de la littérature, Ouais, mais puis ça n'a l'appeler- aucune C'est réalité pour la Guadeloupe. sur nos territoires. Oui, Nous oui. t'es crié, je sais pas moi, crabe sable, parce qu'il est assez agressif. Hein, mais Dans quelle région l'ont trouvé? Dans quelle région l'ont trouvé? ils l'ont trouvé, en fait, ils l'ont trouvé au nord du grand cul-de-sac marin, D'accord. autour de la Guadeloupe. Autour de la Guadeloupe. Donc tu vois que Ouais. y aller aussi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est s'approprier de sa biodiversité, faire que les nouvelles découvertes Ouais, ouais. portent les noms que nous voulons leur donner. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a eu un problème là-dessus, Sylvie, quand même. À un moment, on disait que les Guadeloupéens n'ont plus le droit d'utiliser telle plante, etc. Non, mais ça, Alors, on c'est- attend de cette question. Non, C'est Karen qui... non, 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 c'est non. réglé cette affaire? Mais, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser telle plante ou telle plante, c'est Oui. que ces plantes, on souhaite qu'ils rentrent dans la pharmacopée. Oui. Simplement, ces plantes peuvent être utilisées comme complément alimentaire. C'est pas la même chose. D'accord. Donc le travail se poursuit avec Henri Joseph pour la reconnaissance dans la pharmacopée nationale de certaines plantes qui ont des vertus médicinales. Ça, c'est clair. Mais non, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, eh bien, on pourrait faire un concours, qu'on trouve une Je pourrais espèce. toujours continuer à boire mon thé de citronnelle. Oui, 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 quand oui, même. oui, oui. Je- Moi, je souhaite que les enfants disent, ce crabe, il est magnifique, je voudrais l'appeler comme ça, quoi. Oui, oui. Et pas autrement. Donc, et puis aussi, 250 nouvelles espèces, Oui. dont aucune n'est visible en Guadeloupe. Aucune n'est visible. en Guadeloupe. Aucune n'est visible en Guadeloupe. Il faut aller à Paris, il faut aller aux Pays-Bas, il faut aller... Voilà. Alors, ça existe des musées de la biodiversité? Alors, c'est des muséums. Les muséums, on n'en aura jamais. Bon, d'accord. Non, 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 non. Si l'agence s'est investie, alors qu'on venait juste de démarrer et que c'était... Oui. Parce que c'est quand même une expédition à 1,4 million d'euros. Ah ouais, mais D'accord. j'imagine que c'est pas Eh bien, donné, c'est oui. pour s'assurer que des espèces puissent rester en Guadeloupe pour que nos étudiants puissent les voir, Oui. le grand public, et pour que nous puissions donner aussi le nom à ces nouvelles Oui, espèces. évidemment, Voilà. Ouais. Alors, quand il y a un conseil d'administration de l'OFB à Paris, Oui. avec des Français, des Franco-Français comme je les appelle, est-ce qu'ils sont quand même conscients que nos territoires portent à la France le maximum de biodiversité? Est-ce qu'ils sont non conscients? Ben déjà, le fait d'avoir mis une présidente ultramarine, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Oui. Ils sont parfaitement conscients que 80% de la biodiversité dans les territoires ultramarins, et que, je le dis souvent, quand ils produisent des documents au national, c'est souvent
sur le territoire hexagonal et les territoires ultramarins sont en annexe. Mais oui, justement. D'accord? Oui. Et donc, Ça va changer? oui, ça va changer. Je leur ai dit que les territoires ultramarins doivent être au centre Il me semble. et les territoires hexagonaux tout autour. Autour. Parce que on a 80% de la biodiversité et il reste 20% de la biodiversité pour le territoire hexagonal. Mais oui, justement. Voilà. Et donc, tout mon travail au sein du conseil d'administration, c'est ça. C'est de rappeler que les territoires ultramarins, dans leur diversité, constituent... et puis, je leur ai dit aussi au conseil d'administration, j'ai dit en fait, vous n'êtes pas des continentaux, il faut arrêter de penser comme des continentaux. La France est un archipel. Donc, eh bien, il faut penser comme si vous étiez des Iliens, parce qu'il y a une représentation en Guadeloupe, Martinique, en Guyane, en Polynésie. Et du coup, je peux te dire, Dani, que tous les conseils nationaux, parce que je suis à l'OFB, mais je suis aussi au Comité national de la biodiversité, je suis aussi au comité des inondations, etc. Oui. Je les ai tous obligés, parce qu'on fait des réunions par visioconférence, à mettre leurs réunions à 14 heures, Ah, quand même. heure de Paris. Ah, d'accord. Non, mais- C'est pas à 6 heures du matin. Non, mais parce que quand je suis arrivée, toutes ces réunions étaient à 9 heures, 9 heure heures. de Paris. Donc, il fallait se réveiller à 4 heures du matin. J'ai dit non, ouais. En aucune façon, je vais aller me réveiller à 3 heures du matin, Ouais. parce qu'après, moi, ma journée continue jusqu'à 20 heures, 22 heures. Hein. Oui, bien sûr. Et donc, je peux te dire, au moment où je te parle, le Comité national de l'eau, le Comité national des inondations, le Comité national de la biodiversité, les grands trucs se réunissent à 14 heures pour permettre aux ultramarins Antilles, Guyane et La Réunion de pouvoir assister par visioconférence. Alors, avant-hier, j'ai reçu M. Sirouville, le président de la CTG, Ouais. et je lui ai posé la question sur la forêt amazonienne. Mhm. Est-ce qu'elle est en danger en Guyane? Oui, oui, très clairement oui. Alors, il m'a dit non, etc. Parce que j'ai lu quelque chose qui me disait qu'au niveau de la biomasse, ils étaient en train d'installer, entre guillemets, des fusées biomasse en Guyane, sur le territoire. Il me disait non, ça va se calmer. La forêt amazonienne, elle est en danger. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a plusieurs phénomènes. Il y a l'orpaillage. Oui, déjà. J'ai survolé en avion au mois d'avril la Guyane et la forêt amazonienne, le parc amazonien. Et tu vois que les illégaux, hein, ceux qui font de l'orpaillage illégaux, carrément, ils te détournent une rivière. À ce point-là, Ils te détournent une rivière. pour aller récupérer Ils font passer la rivière sous tout un tas de produits chimiques pour récupérer l'or. l'or. Ouais. Et ensuite, la rivière, complètement polluée au mercure, au plomb, à l'arsenic, revient dans son cours et va contaminer en mercure et en plomb les populations amérindiennes ou les populations qui se nourrissent du poisson ou du manioc. Le manioc, c'est un hyperconcentrateur, eh bien, en aval. Les gars te détournent carrément une rivière. Alors, est-ce que ça va arrêter, ça va s'arrêter? Est-ce que l'OFB peut prendre des décisions avec Non, la l'OFB ne CTG? peut pas. Ne peut À pas. ce stade, il faut vraiment, et c'est pour ça que nous sommes extrêmement heureux que Lula revienne aux affaires au Brésil, Oui. parce que là, il faut Il en des faut une négociations multilatérales entre le Brésil, entre la Guyane française, le Guyana, etc., pour sanctuariser en fait cette forêt. Et cette forêt au sud, elle est tellement émiettée qu'au lieu de stocker du carbone, eh bien, elle restitue du carbone parce qu'elle est malade. Ouais. Or, l'Amazonie, après les océans, c'est le deuxième écosystème qui stocke du carbone pour l'empêcher d'être largué dans l'atmosphère et pour participer aux gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai enjeu à protéger cette forêt amazonienne. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, hein, il y a la chasse et la pêche illégale. Les gens, certaines personnes, c'est des contrebandiers, chassent comme si la ressource était inépuisable. Et non, la ressource n'est pas inépuisable. Ils cherchent le jaguar, ils chassent pas mal d'espèces. Et en fait, le problème de la Guyane, c'est de trouver, comment dirais-je, la bonne stratégie entre les usages coutumiers, parce qu'il y a beaucoup de peuples autochtones, et l'usage qui permet quand même de stabiliser les populations. Et d'ailleurs, en tant que présidente de l'OFB, j'accompagne la Guyane pour qu'elle aussi elle puisse monter son agence
C'est qu'ils n'ont pas- territoriale de la Alors, biodiversité. je vais poser la dernière question, elle est vraiment anecdotique, mais je la pose quand même. Quand j'étais plus jeune, il y avait à Baïf une petite rivière qui passait où habitait ma grand-mère. Là, ça a été rasé. Qu'est-ce qui est devenu cette rivière du Baïf? La rivière au centre, ben, elle a été qui passe dans le bout, tu veux Oui, dire. qui passe dans le bout. Ben, elle a été complètement bétonnée. Et donc, si c'était maintenant, on ne le ferait pas, parce qu'il y a la loi sur l'eau qui... Mais qui qui a dit- pris cette décision de bétonner? Eh bien, les rivières parce qu'en fait, lorsqu'elle débordait, elle créait des inondations. Oui, Et donc, c'est vrai que les anciens maires, hein, moi je ne me rappelle plus, on est- Sourette. voilà, ils ont, ou peut-être après, ils ont Après. décidé de la bétonner. Oui. D'accord? Donc, ce qui fait que ben, quand tu bétonnes une rivière, tu perds de la biodiversité. Mais oui. Et puis, aujourd'hui, on sait que bétonner Il une y a plein de rivière, micro-avis dans cette rivière. Je me Ouais. souviens quand j'étais gamin. bétonner une rivière, tu ne fais qu'accélérer l'inondation parce que tu lui donnes plus de vitesse Oui. lorsque l'eau arrive. Quoi. Ok, bon ben, on n'a pas tout dit parce qu'il y a encore 1000 questions à poser, mais c'est pas la dernière fois qu'on vous voit. Non, c'est pas la dernière fois, mais je laisserai parce que Cannelle est viendra en plus tout. souvent. Alors, Cannelle, c'est notre. Pas un nom de biodiversité. C'est ça. notre jeune Effectivement. ingénieur et il y en a 3 autres encore d'ingénieurs que nous avons recrutés cette année. Une belle Oui. équipe Oui, qui pense, qui rêve, qui vibre biodiversité. Il faut voir ça. oui. Quand ils parlent, je me sens même de trop parce que voilà. Et en fait, ils vont mettre en place des super projets pour la Guadeloupe, remonter le conservatoire botanique. Oui. Comment tu peux imaginer être dans une île tropicale Oui. sans conservatoire botanique? C'est la C'est question un que non-sens. je n'ai pas posée, mais à laquelle je pensais. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, ils vont revenir Ils vont au fur et à revenir. mesure de parler de l'évolution des projets, etc. etc. Voilà, ben, on vous remercie. Merci d'être venu nous dire tout ça. Mais j'avais plein d'autres questions. On avait plein d'autres questions, mais enfin, on ne va pas tout épuiser aujourd'hui. On garde en stock. On reviendra. Oui, on garde en C'est stock ça. pour la prochaine fois. Voilà, il est 13h déjà, 5 minutes. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec José et avec l'actualité, parce qu'il y a plein de choses, des sujets à développer à tout à l'heure. Voilà, on retourne sur le plateau du ZCL News. Je suis avec Ludivine. Bonjour Ludivine. Bonjour David. Ça va? Ça va très bien et toi? Jusqu'ici, tout va bien. Bon, on va recevoir José tout à l'heure. C'est moi, j'y prends. Bon, au fur et à mesure, pour l'intelligent. Et là, on va commencer dans l'actualité et on va se rendre tout à l'heure à la résidence départementale, puisque hier, le président Guy Losbar a convoqué un certain nombre de personnalités politiques. Pourquoi? Pour réagir par rapport à la décision de non-lieu du chlordécone. Et c'est une décision, vous le savez, qui fait beaucoup de réactions en Guadeloupe. Les Guadeloupéens n'arrivent pas à comprendre comment le gouvernement français peut aujourd'hui laisser une telle situation administrative se développer judiciaire, c'est-à-dire accepter un non-lieu. Donc les Guadeloupéens vont réagir. Guy Losbar a pris l'initiative. Au portage, Charlie Dagonia, on regarde. Il était important que nous puissions nous réunir au-delà de l'indignation suite à la décision du tribunal, mais quel type d'action que nous devrions mettre en place. Et j'ai eu l'occasion de dire cette nécessité qu'il puisse y avoir un front commun au niveau de la Guadeloupe, dont toutes les associations et les politiques. Nous allons faire des actions très rapidement, à très court terme, mais en termes de motion, en collaboration avec la Martinique, puisque j'ai pu faire intervenir le président Letchimi, et c'est de la même analyse, la même stratégie que nous allons mettre en place, donc des actions sur l'ensemble donc, du territoire. Donc il faudrait qu'on puisse rencontrer les autres élus, l'ensemble des maires, pour que cette action soit répercutée sur tout le territoire de la Guadeloupe et le territoire de la Martinique. Ce qui se dessine, c'est une journée de mobilisation interrégionale au cours de laquelle les maires, les décideurs publics, les associations, les syndicats, les enseignants, les élèves, la communauté scolaire, tout le monde se mobilisera pour dire que nous n'acceptons pas qu'on dise qu'il ne s'est rien passé, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y peut pas y avoir de non-lieu. Voilà ce qui se dessine là et je me réjouis de ce que, enfin, nous soyons debout. Ce non-lieu a eu comme avantage d'être un électrochoc et je pense que nous nous attendons à des lendemains où les Guadeloupéens et les Martiniquais vont exprimer avec force leur colère et leur indignité. Je dois remercier la population qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours suivis, qui nous a aidés à financer donc, les plaintes qu'on a déposées avec Maître Durimel. Et aujourd'hui, nous sommes contents de constater, suite à cette réunion, donc à l'initiative du Conseil général, il y a maintenant une mobilisation concertée, collective et des élus
et du barreau de la Guadeloupe, puisqu'il faut qu'on continue ce combat et que se donner une réponse politique et juridique à ce non-lieu qui veut prendre et pour qu'on ait un respect de la population. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, il faut qu'on se donne aussi les moyens de continuer toutes les investigations pour que cette pollution continue et que dans le cadre du principe de précaution, que les élus trouvent des fonds pour pouvoir financer les laboratoires de recherche sur place. Ce problème concerne la santé, concerne l'écologie, concerne également sur le plan économique, sur le plan social. Donc, un véritable comité qui se mettra en place pour voir au-delà de l'action juridique, puisque nous allons nous constituer partie civile, que nous puissions sur un plan politique et faire en sorte que nous puissions obtenir réparation, obtenir des pollutions, obtenir du dépistage systématique pour un certain nombre de maladies qui sont liées à ce problème de pollution de chlordécone. Il faut rappeler, c'est 95% des Guadeloupéens qui sont impactés par ce problème de pollution de chlordécone. Donc, ce que nous espérons, c'est que l'ensemble des acteurs politiques et des acteurs économiques, mais aussi que la population, soient imprégnés de cela et que nous puissions agir. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que quelle que soit une décision juridique ou encore politique, c'est la mobilisation donc, des Guadeloupéens qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Voilà, j'espère que ce fonds commun servira véritablement à reposer le problème. Alors, ce matin, vous étiez à la mairie de Pointe-à-Pitre, Danick. C'est vrai que ce matin, c'est sous l'égide du maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, que s'est déroulée la conférence droit, santé mentale et territoire à la mairie. Et c'est vrai que l'Association des maires de la Guadeloupe, la Ligue des droits de l'homme ainsi que l'établissement de santé publique de santé mentale ont exprimé justement leurs vœux pour cette nouvelle année, promouvoir l'accès aux soins pour tous. Un reportage signé Maxime Morel. Depuis le Covid, il y a de plus en plus de personnes atteintes par les maladies mentales. Donc, et ça, c'est devenu plus prégnant, plus fréquent pour les maires de faire ce qu'on appelle des hospitalisations d'office, d'intervenir auprès des familles, d'intervenir auprès des voisins pour pouvoir régler des situations comme celle-là. La santé mentale, ça recouvre beaucoup de champs, l'addiction, le soin aux enfants, les écoles, le tissu associatif, les adultes, les précaires, les gens souffrant de doubles problématiques, handicap moteur ou addiction ou sortant de prison, plus des troubles mentaux. Et tous ces champs-là sont différents. Et on a beaucoup de gens qui sont sensibilisés à ces questions-là, y compris parmi vous, les journalistes. Bon, j'ai toujours eu affaire à des journalistes sensibilisés à ces questions-là. Et quand je parlais avec eux avant ou après l'interview, ils me parlaient de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines. Et c'est vraiment quelque chose qui est partout. Toutes les familles, tous les quartiers. Comment remédier à cela? Premièrement, mieux former nos équipes. Nos équipes, ce sont déjà les maires, les conseillers municipaux, les adjoints aux maires, mieux les former à cela. La police municipale aussi qui est en première ligne sur cette affaire-là. La gendarmerie nationale aussi qui nous accompagne sur cette affaire-là. Et puis que l'offre de soins puisse répondre à nos demandes. Ces gens-là doivent savoir qu'ils ont des droits. Et ce n'est pas parce qu'ils sont dans une situation de faiblesse, de précarité, qu'il faut les écarter. Au contraire, il faut les écarter de l'offre de soins. Non, pas du tout. Au contraire, il faut leur donner les éléments pour qu'ils puissent se soigner. Il faut qu'ils soient soignés avec énormément de dignité. Et il faut que les médecins qui les soignent comprennent qu'ils sont devant des êtres humains et que ces êtres humains-là, quelles que soient leurs difficultés, ont droit à des soins de qualité. Je profite pour inviter la population le samedi à Réminé-Souta, samedi matin, sur ce colloque qui va sur la santé mentale. Et nous, Association des maires, nous collaborons bien sûr avec la Ligue des droits de l'homme et avec bien sûr les professionnels de santé sur la question parce que nous sommes en première ligne. Samedi, nous aurons un colloque autour de ce sujet où ces questions-là seront abordées et plus particulièrement la question des droits de l'homme, et de la santé. Voilà, il est 13h19 et c'est l'heure du retour de José. Bonjour, José. Bien, bonjour, Danick. Bien, bonjour, Ludivine. Bien, bonjour, José. Bonne année déjà. Ah, merci. Et nous comptons ouvrir. Merci en pile. Ça fait longtemps, toi, déjà. Ah, un bon petit temps. Bon petit matin. C'est... Ah, ça pourquoi?
Oui, ça vous croit. Donc, Ben, ça qui aille. Ça qui aille. Petit. Quand il a dit santé, maladie qui avait au galop, Oui. et santé qui a retourné, petit pas. Quand vous le faites. Bien. Générique, nous allons commencer. Je de la nouvelle pays d'activité, nous on est bien l'année là, normalement. Mais démarrer. Bien démarré. Hein, on ne peut pas commencer en année si on ne pas prend un bain démarré. Hein? Un bain démarré pour bien démarrer l'année. Alors, comment on peut le définir, le bien démarré? Alors, le bain démarré est un rituel de passage d'une année à l'autre. C'est un rite obligé pour au café bitin spécial pour dire l'année là qu'à commencer. Et chez nous, c'est le bain démarré. Le bain démarré, on va revenir, mais globalement, on en parle beaucoup, il est très médiatisé, mais ce bain démarré, on l'a toujours pratiqué. Donc, qu'il soit pratiqué de façon médiatique, comme on voit aujourd'hui, mais il se pratique aussi dans le secret des salles de bain, dans les replis des manguiers. Donc, c'est une pratique qu'on a peut-être oubliée, mais qui nous appartient et qui vit encore dans de nombreuses familles, notamment dans la mienne. Alors, quels peuvent être les fondements de cette pratique culturelle? Alors, mythe, symbolisme et réalité ont toujours constitué une histoire qui raconte l'importance du règne végétal des plantes sur la vie des hommes. Et l'espace caribéen n'y échappe pas. L'espace guadeloupéen n'y échappe pas. Donc, c'est pour ça que l'origine est dans le pouvoir qu'ont toujours imaginé, qu'ont toujours cru le pouvoir de ces plantes sur la vie des hommes. Donc, les pratiques magico-religieuses, d'autres pratiques viennent se mêler à tout ça. Et souvent, entre le magico-religieux, le rationalisme, les frontières sont un petit peu floues. Mais en tout cas, on a fait notre histoire, on a fait corps, on a investi ce champ où les choses sont un petit peu chimériques pour en faire quelque chose qui nous parle, qui est ce bain des marées. Et du coup, quelle est la temporalité du bain des marées? Alors, la temporalité est bien fixe. C'est commencer l'année. Voilà. Alors, le bain des marées, commencer l'année. On va prendre des bains des marées à d'autres moments. D'accord. Toujours des moments forts. On commence un nouveau cycle, on commence une nouvelle vie, on commence un nouveau parcours. Mais celui-là, ça va être tout simplement commencer l'année. On met les pendules à zéro, on recommence, on se libère de toutes les énergies négatives, on a de nouveaux espoirs, de nouveaux projets, on se projette en lumière. C'est ça la symbolique du bain des marées. D'accord, très bien. Et du coup, quelle est la recette? Comment ça fonctionne pour la confection? Alors, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette type. Alors, on va toujours avoir des constantes. Mais il n'y a pas une recette type. J'ai envie de dire, c'est surtout les végétaux dont on dispose dans notre environnement qui vont faire que, dans telle région, on va utiliser telle plante plus qu'une autre. Mais les constantes sont là. Les constantes sont là pour se baigner barré. Il faudra absolument des fleurs rouges. Rouge de la victoire, rouge du sang versé, mais rouge aussi de la révolte. Donc, des fleurs rouges, des flamboyants, enfin les fleurs qu'on trouve autour de son jardin rouge. Pour certaines occasions, on va utiliser des fleurs blanches, notamment le lys, pour tout ce qui va être renouveau, renaissance. Mais pour l'année, pour commencer l'année bien chaud comme il faut, ça va être la fleur rouge. Et alors, la petite histoire, je continue, Ludivine, tu me permets? Et bien sûr. C'est que en temps d'il petit garçon, le bain des marées se pratiquait le 31 décembre à minuit. Ah, d'accord. Voilà. Aujourd'hui, on l'a un petit peu réadapté. Je dis qu'on a investi cette pratique. Mais originellement, le bain des marées se pratiquait minuit. Il débutait par un pèlerinage
Donc, on allait à la mer, de préférence dans une embouchure. Dans cette embouchure, croisement d'eau salée et d'eau de rivière, mais aussi croisement des énergies, croisement des cosmos. Donc, on allait de préférence à cet endroit. Sous pas une embouchure, t'es qu'à point de la OTP. Hein? Et on rentrait dans l'eau, encore dans la nuit, sous le regard bienveillant de la lune et des étoiles, mais aussi pour capter cette énergie de la lune et des étoiles pour commencer ce bon bain-démarré. Avec des feuillages, avec des fleurs, avec des cives, m'a-t-on précisé, sans me dire la raison, mais ça appartient aussi à la pratique culturelle, de ne pas toujours comprendre la raison. Dans ton feuillage, tu dois avoir impérativement des cives. D'accord. Tu te frottes avec ton bouquet de cives de feuillage, 3 citrons, rapport à la Trinité, et une queue de morue. Eh ben. Une queue de morue. Alors, tu te baignes tout ça. La queue de morue, l'odeur malodorante de cette queue de morue aurait comme principe, aurait comme pouvoir de chasser les mauvaises énergies, les mauvaises ondes. Donc, tu te frottes avec tout ça. Tu offres ton corps à la mer pendant 7 fois aux vagues. Encore un rapport à 7 jours de la semaine. Oui. Voilà, donc tu offres ton corps par 7 fois aux vagues. Tu te frottes et tu envoies par-dessus ton épaule et feuillage et queue de morue et citron coupé sans te retourner. En fait, tu as confié tous tes malheurs, tout ce que tu ne veux plus à l'océan. Donc, tu ne le regardes plus, tu quittes la mer, avant de te rhabiller. Manléa a bien précisé, tu te frottes d'une lotion ou tu te frictionnes avec du lait d'iris blanc, tu te rhabilles et à ce moment-là, tu es prêt pour souhaiter les vœux de belle et nouvelle année. D'accord, et on dit donc. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, cette pratique, elle a été investie. Donc forcément, elle est traduite, il y a des déclinaisons. Mais il me semblait important de connaître à l'origine comment elle se pratiquait, garder une tradition, une pratique sociale, c'est surtout connaître d'où elle vient. Donc il me semblait important de rappeler au départ comment elle se pratiquait. Aujourd'hui, il est intéressant de constater qu'elle se pratique avec des déclinaisons diverses et les mouvements culturels, les groupes APO, ont revisité, ils ont donné une version qui est, ma foi, très intéressante, en tout cas, qui a l'avantage de garder cette pratique sociale encore d'actualité dans nos coutumes. Et aujourd'hui, il est important, je dirais, pour surtout les jeunes mamans qui nous écoutent, c'est la tradition, elle va se perpétuer à travers vous, parce que c'est vous qui allez raconter cette pratique à vos enfants, qui eux-mêmes vont la perpétuer. Moi, j'ai des souvenirs avec beaucoup d'émotion des bains qu'on me faisait prendre petite fille, pas forcément en début d'année, mais en tout cas, pour la rentrée scolaire, tu avais droit à ton bain. Et je garde encore des souvenirs très émus de cette époque. Le sens n'y était pas, mais ce que je garde aujourd'hui, c'est que ce partage, cette communion avec mes tantes, avec ma grand-mère, c'est surtout ça. Donc le bain-démarré est aussi un moment où on va cultiver une connivence, une intimité particulière avec son enfant, avec ses nièces, avec ses petits voisins, en tout cas avec les personnes avec qui tu vas partager ce bain-démarré. Et comment ça a été transmis? Comment se fait la transmission au fil du temps? Alors, la transmission se fait au fil du temps, comme je la fais aujourd'hui, par un racontage. On raconte, on pratique le bain-démarré. Tu es petit, tu sais pas les tenants, les aboutissants du bain-démaré, tu le prends. Et pour toi, c'est un souvenir heureux. Donc, ce bain-démaré, en plus de tout ce de sa philosophie, de tout ce qu'il y a de magico-religieux qui l'enveloppe, il y a un sentiment d'émotion. Et je dis,
il faudrait qu'on garde, parce que ce bain des marées nous permet justement de cultiver notre dimension, notre diversité émotionnelle. Ce bain des marées, il signe qui nous sommes dans cet univers. Il n'appartient qu'à nous. Il signe notre singularité dans le tout monde. Donc, j'ai envie de dire à toutes les mamans qui nous écoutent, à toutes les personnes qui seraient en capacité de transmettre à nos bains des marées, à nos fleurs, à nos feuillages. Caresser, infusé par les caresses du soleil ou de la lune lorsqu'on le prend le soir du 31. En tout cas, merci Jojo pour ça. Et on se retrouve dans quelques jours. Je sais déjà qu'il y aura une nouvelle pratique. Et j'espère que le bain des marées, tout le monde prend. Il n'y a pas pour l'année passée, l'année passée. Ah, mais tu as le temps. Tout au long de janvier, tu as le temps de prendre ton bain des marées. Et puis, il y a des versions beaucoup plus... Il y a des versions beaucoup plus light. Oui. Alors, j'ai envie de dire, j'ai trouvé, dans mes recherches, une jeune femme, Jardin de Nini, une jeune botaniste, qui vous prépare votre bain des marées. Ah. Et vous recevez votre box bain des marées par Chronopost. Alors, sous panier de temps à aller chercher feuillage, comme tu veux. Ouais. Et si tu as des intentions particulières, elle te met ce qu'il faut de particulier pour ton bain des marées. Ouais. Aussi, sur le marché aux épices, tu vas avoir les petites marchandes, c'est où je suis allée, et toutes, elles ont la recette du bain des marées qu'il faut prendre. Et si tu as des intentions, des souhaits, des demandes particulières, tu leur dis ça dans le creux d'un feuillage, et elles te donnent tout ce qu'il faut. Ok, c'est noté. Donc je dirais, belle gros beau cadencé. À bientôt pour de nouvelles pratiques. Tout à fait. Voilà, 13h32. On prend la deuxième et dernière pause. Et on va se retrouver tout à l'heure pour la fin du ZCL, puisque Martine n'est pas là. Il prend la grippe. Il va prendre le bain des marées là, comme il dit. C'est ça. Ah oui. C'est ça. De regarder-nous là, voyez là, Martine a ton bain des marées, s'il te plaît. Elle ne pouvait même pas parler ce matin. Sa voix est vraiment, elle est presque aphone. Mais enfin, elle sera la mercredi prochain, on le souhaite. En tout cas, merci Jojo. Et deuxième pause, et on se retrouve tout à l'heure pour conclure. À tout de suite. Merci. Il est 13h39 sur les ZCL. Alors, Dani, qu'est-ce que tu nous apprends de plus aujourd'hui? On va parler tout de suite de la grève des labos. Alors, c'est une grève qui a duré 3 mois, une grève qui a débuté en France, bien sûr, parce que les laboratoires n'étaient pas satisfaits à la fois des tarifs et des conditions. Et donc, un accord a été trouvé. Et donc, depuis ce matin, on peut dire que les laboratoires ont repris le travail. Reportage tout de suite avec Michel Depapon. Regarde. Nous sommes mobilisés donc depuis plusieurs mois pour lutter contre la volonté du gouvernement qui était de réaliser une ponction de près d'1,3 milliard sur la biologie médicale. L'objectif était pour le gouvernement de récupérer le profit que nous aurions fait durant la crise Covid. Ce profit n'est pas d'1,3 milliard mais de 850 millions. Et il faut se rappeler que ces examens ont été réalisés dans un contexte sanitaire qui était un contexte tendu et nous avons réalisé des tests sur la demande, voire même l'injonction du gouvernement. Souvenez-vous, à l'époque, il fallait tester pour protéger le territoire. Donc il nous est apparu totalement incohérent et injuste que moins d'1 an après, on considère que ces sommes qui auraient été engrangées par la profession soient rétrocédées dans le cadre du PLFSS 2023. C'est ce qui a motivé notre premier mouvement de grève que nous avons eu en novembre, que nous avons renouvelé en décembre. Et face à l'autisme du gouvernement, nous avons décidé la fermeture des laboratoires à compter de lundi, donc hier, jusqu'à dimanche prochain. Nous avons une excellente nouvelle, c'est que ce matin, donc au niveau national, suite aux reprises des discussions avec la CNAM et le ministère de la Santé, la grève est suspendue. Nous en sommes très heureux, bien sûr, parce que notre volonté est de pouvoir très rapidement réouvrir nos laboratoires, garantir le soin de nos patients. Nous avons pu obtenir ce que nous avions acté, c'est-à-dire une contribution exceptionnelle pour 2023, parce qu'on est tout à fait conscient de la nécessité de participer aux efforts d'économie sur la santé. Mais par contre, pour les années 2024 à 2026, ce sont des négociations qui vont avoir lieu avec la CNAM et le ministère sur le modèle de ce qui se faisait autrefois. C'est ce qui nous permettra d'avoir une certaine visibilité pour l'avenir et ce qui nous rassure à la fois pour le service et pour nos patients. C'est bon.
Alors, Denis, pour ce dernier sujet, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, on va parler d'une classe de prépa de commerce à Bainbridge et Maxime Morel, qui était ce matin à la mairie de Pointe-à-Pitre. Oui. Mais il était aussi à Bainbridge. On va tout de suite sur ce sujet, sur la classe prépa de commerce de Bainbridge. C'est parti avec Maxime Morel. Ici, nous sommes en ECG, donc c'est la prépa commerce, c'est comme cela qu'on disait les choses avant, une prépa commerce qui prépare nos étudiants en 2 ans, voire 3, aux grandes écoles de commerce. Il y a évidemment d'autres moyens d'accéder aux écoles de commerce, mais ça reste la voie royale, précisément parce que c'est une filière qui est encore un peu généraliste, où ils ont toutes les matières, où finalement ils sont obligés de continuer, de travailler, d'avoir un regard sur le monde hyper ouvert, de continuer à être curieux, de se former le mieux possible et le plus possible, surtout pour être prêt pour les challenges de demain. C'est un niveau qui est très exigeant parce qu'on a l'habitude de dire que les années comptent double en fait. Leur niveau en sortie de 2e année quasiment équivalent au niveau de master. Donc c'est très exigeant. C'est la raison pour laquelle les élèves qui sont déjà excellents au lycée cherchent à nous rejoindre. Mais j'insisterai aussi sur le fait que des élèves parfois moyens au lycée se révèlent en fait face à l'épreuve du concours. Face à une telle exigence, ils sont amenés à se dépasser et atteignent des niveaux qu'ils n'auraient eux-mêmes pas imaginés. C'est une voie qui m'a toujours été dite comme étant une voie d'excellence, qui demande aussi beaucoup de rigueur et d'encadrement. Et me connaissant, je savais que notamment à l'université, j'allais être trop perdue. Je trouvais que ça ne me correspondait pas, qu'il y avait trop de personnes justement dans un amphi, et que la classe prépa, ce sont des classes à taille humaine. Du coup, ça me correspondait plus. Et la formation également, qui est une formation d'excellence. Ici, la prépa, ce qui est bien, c'est que elle nous encadre et elle nous donne aussi un fil conducteur qui nous permettra ensuite d'aller vers d'autres débouchés qui seront meilleurs pour l'avenir. Chaque personne ici est venue avec des certaines facilités, mais surtout un objectif. Ici, ce qui nous regroupe, c'est qu'on a tous un objectif d'aller dans une grande école. On est tous motivés. Ouais. Donc c'est ce qui nous réunit et qui nous permet de toujours viser le meilleur. Les jeunes n'ont plus tellement l'occasion de se frotter à des choses difficiles. Et là, en fait, on accueille déjà des élèves de tous les horizons. Donc on peut accueillir de très bons élèves. Nous avons en particulier cette année une excellente classe de ECG, première année. Il y a vraiment des élèves qui ont un très très bon niveau. Et nous accueillons aussi des élèves moyens, des élèves qui sont un peu moins à l'aise. Mais en fait, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est en fait le dépassement de soi. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment fabuleux. Passez-moi le mot génial, comme disent les élèves, même génialissime, comme le dit une de mes amies, le dépassement de soi qui est permis grâce à cette formation de haut niveau. Donc on peut aller bien au-delà de ce qu'on imaginait être capable de faire. Voilà, exactement à 13h45, on va terminer aujourd'hui. Je rappelle simplement qu'en début du ZCL, on a reçu Sylvie Gustave Ziduflo, qui est président de l'Office français de biodiversité. Elle était accompagnée de Canel Ambroise, qui est directrice par intérim, ingénieur responsable au pôle appui. On a aussi reçu José Turlopin, et logiquement à cette heure-là, tu ne sais pas encore, c'est Martine qu'on reçoit à ce moment-là, mais elle n'était pas là. On va tout de suite faire un rappel des titres de la journée. C'est parti pour le rappel des titres. On attend le visuel, voilà. Alors, s'est tenue la réunion des élus concernant le chlordécone à la résidence départementale. Ce matin, à la mairie de Pointe-à-Pitre, les maires se sont rencontrés également pour justement promouvoir cette santé mentale. Il y a eu également la suspension des grèves en laboratoire à Pointe-à-Pitre. Et nous avons terminé sur le focus de la classe prépa de commerce à Bainbridge. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation est assurée par Yann, avec bien sûr le soutien technique de notre assistante du jour. Aujourd'hui, c'est Njoana, puisque Talina n'est pas là, elle reviendra à partir de lundi. Et puis on vous salue, et on se retrouve mercredi prochain. À mercredi prochain, et bonne journée à tous. Voilà, c'est fini. Ciao, bye bye, à demain. Au revoir.